La vie ne demande pas la permission pour te frapper. Elle ne te prévient pas quand elle va t'arracher quelque chose que tu aimes, ni ne s'excuse quand elle te jette au sol. La douleur n'arrive pas avec une explication. L'adversité ne demande pas si tu es prêt. Elles apparaissent simplement. Et quand elles le font, il y a deux chemins. Te laisser briser ou les utiliser pour te reconstruire plus fort. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort vide ou de belles phrases de dépassement de soi. Elle est pour ceux qui en ont assez de souffrir en silence, pour ceux qui ont compris que personne ne viendra les sauver, pour ceux qui savent, même si ça fait mal, que la vie n'est pas juste, mais qui sont quand même prêts à regarder la souffrance dans les yeux et à lui dire « je ne vais pas abandonner ». Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque. C'est un outil de guerre, une façon de penser conçue pour survivre au chaos, à la douleur et à la perte. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils lui faisaient face. Ils ne fuyaient pas la douleur, ils l'utilisaient. Ils ne se plaignaient pas du destin, ils l'acceptaient et le modelaient à leur avantage. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes 9 leçons. 9 vérités inconfortables, oui, mais nécessaires. Je ne te promets pas un soulagement immédiat, je te promets des outils réels. Et si tu les utilises, si tu les fais partie de ta vie, je te garantis une chose, la douleur sera toujours là, mais elle ne te contrôlera plus. Parce que maintenant tu vas comprendre ce que les stoïciens savaient depuis des siècles. Ce qui importe n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec. 1. Transforme ta blessure en un champ d'entraînement. Il y a des moments dans la vie qui font tellement mal qu'ils laissent des cicatrices que même le temps n'efface pas. Une perte, une trahison, un échec écrasant, une période où tu as senti que le monde entier était contre toi. Et c'est normal que ça fasse mal. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester là. On ne choisit pas de souffrir, mais on choisit ce qu'on en fait. Il y a ceux qui deviennent des victimes éternelles de leur passé, et il y a ceux qui utilisent cette même douleur comme carburant pour se transformer. Tu décides de quel côté tu es. La blessure peut être une excuse ou un point de départ. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la douleur ou de la déguiser avec des phrases creuses. Ils te diraient de la regarder sans cligner des yeux, de la disséquer, de comprendre pourquoi elle te fait tellement mal. Et ensuite, de la transformer en ton champ d'entraînement. Chaque fois que tu te brises, on te montre tes limites. Et c'est précisément à ce point de rupture que commence la véritable pratique. La trahison te fait-elle mal? Alors, travaille ta confiance en toi, pas en les autres. La perte te submerge-t-elle? Apprends à lâcher ce qui n'a jamais vraiment été à toi. L'échec te consume-t-il? Redéfinis ta définition du succès. Parce que si la douleur ne te transforme pas, elle te lie. Et si tu ne la transformes pas en maître, elle devient bourreau. C'est ainsi que les stoïciens la voyaient, non pas comme une punition, mais comme une opportunité, non pas comme un obstacle, mais comme le terrain idéal pour tester de quoi tu es fait. Mais cela ne s'obtient pas par la pensée magique ou les livres d'auto-assistance. Cela s'obtient en affrontant ta blessure comme si tu entrais dans une salle d'entraînement. Avec intention, avec discipline, avec l'envie de sortir plus fort que tu n'es entré. Je ne te dis pas d'ignorer la douleur, je te dis de l'utiliser. Que tu te tiennes devant le miroir avec toutes tes fissures exposées et que tu dises « c'est ici que je commence à me reconstruire ». Parce que cette blessure qui aujourd'hui semble être ta faiblesse, si tu l'affrontes avec courage, demain sera la preuve vivante de ta force. Tu ne vas pas changer ce qui s'est passé, personne ne le peut. Mais tu peux décider que ton histoire ne se termine pas à cette scène, que cet événement ne sera pas ton identité, mais ton origine, l'endroit où tout a commencé. Et non, ce n'est pas facile, il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais de devenir meilleur. Il s'agit d'arrêter de demander à la vie d'être plus douce et de commencer à te demander d'être plus fort. Alors, chaque fois que tu as mal, souviens-toi de ceci, cette blessure n'est pas là juste pour te tourmenter. Elle est là pour t'entraîner, pour te montrer ce que tu dois travailler, ce que tu dois lâcher, ce que tu dois renforcer. C'est ton dojo,
ton gymnase mental, ton champ de bataille. C'est là que ton caractère est forgé. Et si tu résistes, si tu décides que tu ne vas pas abandonner, alors un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tout faisait si mal. Parce que tu étais en train d'être façonné. 2. Rompre le contrat imaginaire avec la vie. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu portes un contrat que tu n'as jamais signé avec de l'encre, mais que tu agis comme si c'était la loi. Un contrat invisible qui dit que si tu es une bonne personne, les choses doivent bien se passer pour toi. Que si tu fais des efforts, la vie te récompensera. Que si tu aimes, on t'aimera de la même manière. Que si tu fais ce qui est juste, tout s'emboîtera comme il se doit. Et tu sais quoi? Ce contrat n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tu l'as inventé. On te l'a vendu. Tu l'as assumé parce qu'il était plus confortable de croire que la vie est juste plutôt que d'accepter qu'elle ne l'est souvent pas. Le problème avec ce contrat, c'est que chaque fois que la réalité le brise, parce qu'elle va le briser inévitablement, tu souffres. Non seulement à cause de ce qui se passe, mais aussi parce que tu le prends comme une trahison. Comme si l'univers te devait quelque chose. Mais l'univers ne te doit rien. Il n'y a pas de garantie, pas de promesse. Il n'y a pas une clause qui dit que la souffrance ne touche que les méchants et le bonheur les bons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et plus tôt tu le comprendras, plus tôt tu arrêteras de te battre contre l'inévitable. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'attendaient pas que la vie les traite avec douceur. Ils ne faisaient pas ce qui est juste pour être récompensés. Ils le faisaient parce que c'était juste. Un point, c'est tout. Ils vivaient avec vertu, non pas par peur de la punition ou par désir de récompense, mais parce qu'ils savaient que c'était la seule façon d'avoir un véritable contrôle, le contrôle sur soi-même. Tout le reste, le résultat, l'opinion des autres, la fortune ou le malheur, est hors de tes mains. Rompre ce contrat imaginaire est un acte de libération. C'est arrêter d'attendre que les choses se passent comme tu le souhaites simplement parce que tu crois qu'elles devraient. C'est comprendre que la vie n'est pas conçue pour te faire plaisir. Elle est conçue pour continuer, avec ou sans toi, avec ta joie ou ta douleur. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « que vais-je faire de ce qui m'arrive ?» Regarde, je ne dis pas que tu dois renoncer à l'espoir ou que tu dois devenir une pierre sans émotion. Je dis que tu dois arrêter de négocier avec la vie comme si c'était un accord commercial. Ce n'est pas le cas. Et chaque fois que tu attends quelque chose en retour pour ton effort, pour ta bonté, pour ton amour, tu te prépares à une déception. Fais ce qui est juste parce que oui. Donne le meilleur de toi sans garantie. Aime en sachant que tu pourrais perdre. Et pourtant choisis de le faire. Ce n'est que lorsque tu arrêtes d'attendre que la vie soit juste que tu peux commencer à être juste toi-même. Ce n'est que lorsque tu acceptes que la douleur peut arriver, même si tu fais tout bien, que tu peux y faire face sans ressentiment. Ce n'est que lorsque tu romps ce contrat invisible que tu peux vivre avec une véritable liberté. Parce que tu ne te plains plus à chaque coup que tu n'attendais pas. Maintenant, tu es prêt à répondre. Et répondre avec force, avec intégrité, avec courage. Alors romps ce contrat, détruis-le, réduis-le en miettes, et à sa place, écris un nouveau principe. Je vais vivre avec vertu, non pas parce que le monde me récompense, mais parce que c'est la seule façon de ne pas me perdre moi-même quand tout le reste échoue. C'est la seule promesse qui compte. Tout le reste, c'est du bruit. 3. Lâche le fouet de la plainte et saisis le marteau de l'action. Se plaindre est facile. Tout le monde peut le faire. En fait, beaucoup de gens font de la plainte un mode de vie. Ils se lèvent et maudissent le lundi, blâment le gouvernement, la famille, le partenaire, le climat, les autres, le passé. Ils se plaignent de la douleur, de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils ont perdu, de ce qui n'est pas arrivé. Et oui, ils peuvent avoir des raisons valables de se sentir mal, mais il y a une vérité crue qui fait mal à accepter. Se plaindre ne change rien. Les stoïciens méprisaient la plainte inutile. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils comprenaient que plus vous passez de temps à pleurer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, moins vous avez d'énergie pour agir sur ce que vous pouvez.
Pour eux, chaque lamentation était une occasion perdue de faire quelque chose. Chaque fois que vous vous enlisez dans l'auto-apitoiement, vous brandissez un fouet qui ne tombe que sur vous-même, encore et encore, sans but, sans progrès, juste pour vous rappeler à quel point vous êtes mal. Et qu'est-ce que vous obtenez avec ça? Rien. Plus de souffrance, plus d'amertume, plus de paralysie. La plainte est un poison lent. Elle vous endort, vous convainc que vous êtes une victime et non un protagoniste. Elle vous fait croire que le monde vous doit quelque chose et que vous n'avez aucune responsabilité dans votre propre vie. Mais le stoïcisme ne laisse pas de place à cette attitude. Il vous lance un seau d'eau froide et vous dit « Lève-toi, fais quelque chose. Peut-être que ce n'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité. » Parce que l'action est la seule chose qui transforme la douleur en quelque chose d'utile. Saisir le marteau de l'action ne signifie pas nier ce qui fait mal, ni se forcer à être fort. Cela signifie prendre ce que vous avez, même si c'est peu, même si vous êtes brisé, et construire avec cela. C'est commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, même si ce n'est pas juste, même si ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas pour pleurer sur le marteau rouillé. Utilisez-le. Donnez le premier coup, même si votre main tremble. Même si le résultat n'est pas immédiat, même si personne ne vous applaudit, parce que l'acte de bouger est déjà, en soi, un triomphe. La plainte prolongée est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre si vous voulez sortir du trou. Je ne te dis pas d'ignorer ta douleur, je te dis de la canaliser, de la transformer en élan. Tu as mal? Bouge. Tu es fatigué? Fais-le quand même. Tu as l'impression que personne ne te comprend? Peu importe, tu n'es pas venu chercher de la compréhension, tu es venu forger du caractère. Et cela ne se fait qu'en agissant, pas en se plaignant. Chaque minute que vous passez à regretter comment les choses devraient être est une minute que vous pourriez utiliser pour les changer. Les stoïciens savaient que vous ne pouviez pas toujours changer votre situation, mais vous pouviez toujours changer votre attitude. Et cela change tout. Parce qu'au moment où vous arrêtez de parler de combien vous allez mal et commencez à agir, quelque chose en vous change. Vous n'êtes plus un spectateur. Vous êtes maintenant un combattant. Et cela compte. Cela se ressent. Cela transforme. Alors, lâche le fouet. Arrête de te faire mal avec tes propres mots. Choisis le marteau. Choisis l'action. Même si elle est imparfaite, même si elle fait mal, même si tu te trompes. Parce que tant que tu frappes la pierre, tu es vivant. Tu avances. Tu dis au monde et à toi-même que tu ne vas pas rester à terre. Et cela, dans cette vie, est déjà une victoire. 4. Fais de la douleur ton mentor, pas ton bourreau. La douleur ne demande pas la permission. Elle arrive quand tu t'y attends le moins et s'installe sans demander combien tu peux supporter. Elle est inconfortable, implacable et parfois semble venir avec la seule intention de te détruire de l'intérieur. Mais voici la vérité que peu veulent accepter. La douleur n'a pas de volonté propre. Elle n'est pas ton ennemi, jusqu'à ce que tu décides de la transformer en une. Car la douleur en elle-même ne te ruine pas. Ce qui te ruine, c'est la façon dont tu l'interprètes, dont tu la confrontes, dont tu permets qu'elle te façonne. Pour les stoïciens, la douleur était une partie naturelle du chemin. Ils ne l'adoraient pas, mais ne la maudissaient pas non plus. Ils la regardaient en face, sans fioriture, sans drame, et se demandaient « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» C'est la différence entre celui qui transforme la douleur en son bourreau et celui qui la transforme en son maître. Le bourreau te punit, te humilie, te rend plus faible. Le maître te guide, te renforce, te polit. Les deux font mal, mais l'un te lie et l'autre te libère. Peut-être que tu ne peux pas éviter ce qui t'est arrivé. Peut-être que tu n'es pas responsable des blessures que tu portes. Mais tu as le pouvoir de décider ce que tu en fais. Tu peux les utiliser comme une excuse pour te noyer ou comme une leçon pour te relever. Tu peux permettre à la douleur de te fermer, de te remplir de haine, de rancœur, de peur. Ou tu peux choisir de la laisser t'ouvrir les yeux, te réveiller, te forcer à évoluer. Ce n'est pas du romantisme bon marché, c'est la réalité. Parfois, la douleur est la seule chose qui te fait changer. Parce que quand tout va bien,
tu ne remets rien en question. Mais quand ça fait mal, là, tu commences à regarder à l'intérieur. Là, tu te demandes qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu restes coincé dans la même chose. La douleur n'est pas l'ennemi. La complaisance l'est. L'habitude de vivre en automatique sans remettre rien en question, sans grandir, sans améliorer. La douleur arrive pour briser cela, pour te faire te sentir mal à l'aise, pour te forcer à te réveiller. Et oui, c'est dur. Parce qu'au début, ça semble injuste, parce que le corps fait mal, l'esprit fait mal, l'âme fait mal. Mais la douleur affine aussi. Elle te rend plus conscient, plus présent, plus humble. Elle te montre tes limites, tes erreurs, tes attachements. Elle t'enseigne ce que tu ne voulais pas voir auparavant. Et si tu as le courage de l'écouter sans te victimiser, tu vas trouver là des réponses qu'aucun confort n'a pu te donner. Les stoïciens ne cherchaient pas la douleur, mais quand elle arrivait, ils l'utilisaient. Ils ne la gaspillaient pas en lamentations inutiles. Ils la transformaient en discipline, en concentration, en sagesse. Ils savaient que s'ils laissaient la douleur faire son travail, s'ils ne résistaient pas et ne se plaignaient pas, ils en sortiraient transformés de l'autre côté. Et c'est ce que tu peux aussi faire. Tu n'es pas obligé de souffrir en vain. Tu peux utiliser cette douleur comme un ciseau qui sculpte, pas comme un fouet qui punit. Alors chaque fois que la douleur frappe à ta porte, ne fuis pas, ne te cache pas, ne la nie pas. Ouvre-lui, regarde-la dans les yeux et demande-lui « Qu'est-ce que tu viens m'apprendre ?» Et alors, écoute, parce que la douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te révéler. Et si tu la laisses vraiment, elle peut être le maître le plus brutal, mais aussi le plus honnête que tu aies jamais eu. Fais de la douleur ton mentor, parce que si tu ne le fais pas, tôt ou tard, elle deviendra ton bourreau. 5. Souviens-toi de ta date de péremption. Tu vas mourir. Et non, ce n'est pas une menace ni une tentative bon marché de te faire peur. C'est un fait. C'est une réalité que beaucoup préfèrent enterrer sous des tonnes de distractions, de routines vides et de fausses promesses d'éternité. Mais plus tu évites de regarder ta mort en face, plus tu deviens faible. Parce que lorsque tu oublies que tu as une date de péremption, tu commences à vivre comme si ton temps était infini. Et c'est là que tu perds. Les stoïciens ne voyaient pas la mort comme une fin sombre, mais comme une boussole. Une qui leur rappelait où aller et ce qui méritait leur attention. Ils pratiquaient le memento mori, une phrase simple mais puissante. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme un culte de la souffrance, mais comme une invitation à vivre avec plus d'intention, plus d'urgence, plus de vérité. Et toi, combien de temps as-tu passé à tout remettre à plus tard? Combien de fois as-tu dit « je commence demain, quand je serai prêt, quand j'aurai le temps ?» Comme si le temps te devait quelque chose, comme si la vie était obligée de t'attendre. Mais elle ne l'est pas. Le temps passe, avec ou sans ton permission. Chaque jour que tu laisses passer est un jour de moins. Chaque moment que tu perds en choses inutiles est un moment que tu ne récupéreras jamais. Et le pire, c'est que tu vis comme si tu étais immortel. Alors que la seule chose certaine, c'est que tu ne l'es pas. La souffrance, la douleur, l'adversité, tout se transforme lorsque tu comprends que cela ne durera pas éternellement, que ce corps va échouer, que ce cœur va cesser de battre, qu'un jour tu vas fermer les yeux et ne plus jamais les rouvrir. Et quand cela s'inscrit dans ton âme, alors oui, tu commences à prioriser ce qui est important. Tu arrêtes de perdre du temps à te plaindre, à comparer, à ressentir du ressentiment. Parce que tu comprends que tu n'as pas de temps pour ça. Tu as une vie, une seule. Et chaque seconde compte. Épictète disait que nous ne devrions pas nous comporter comme si nous allions vivre 1000 ans. Parce que tu ne vas pas vivre 1000 ans. Tu ne sais pas si tu verras même le mois prochain. Et il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il s'agit de vivre avec conscience, de regarder le calendrier et de savoir qu'un jour, tôt ou tard, ton nom sera gravé sur une pierre tombale. Et la seule chose qui comptera, c'est ce que tu as fait avec le temps qui t'a été donné. Qu'as-tu construit? Qui as-tu aimé? Qu'as-tu laissé derrière toi? Ce souvenir de ta mort ne t'affaiblit pas, elle te libère.
Parce que lorsque tu comprends que tu n'as rien de garanti, tu arrêtes d'attendre et tu commences à agir. Tu arrêtes de faire semblant et tu commences à vivre. Tu embrasses l'inconfort, le réel, l'urgence. Tu prends des décisions plus courageuses. Tu dis les vérités que tu as toujours gardées pour toi. Tu aimes plus fort et tu laisses aller plus vite tout ce qui ne vaut pas la peine parce que tu sais que tu n'es pas ici pour toujours. La plupart des gens vivent sous anesthésie, comme s'ils allaient se réveiller demain et après-demain et le jour suivant sans faute, comme s'ils avaient une éternité dans leur poche. Mais tu n'es pas la majorité. Tu ne veux plus perdre de temps. Tu es ici pour te rappeler que tu es en vie et que ce miracle ne dure pas éternellement. Ne ignore pas la mort, ne la vois pas comme une ennemie, vois-la comme une alliée, comme une force qui te pousse à bouger, à grandir, à laisser une trace, qui te rappelle, chaque fois que tu clignes des yeux, que ce moment est unique, irrépétable. Il n'y a pas de deuxième essai, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de bouton de redémarrage. Et si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu traverses une période difficile, souviens-toi de ceci. Même cette douleur a une date d'expiration, même cette étape va se terminer. Alors utilise-la, presse-la, apprends d'elle, fais en sorte qu'elle compte. Parce que ce qui te détruit, ce n'est pas la souffrance, c'est de gaspiller ta vie en croyant que tu en auras une autre. Souviens-toi de ta date de péremption, écris-la dans ton esprit, porte-la avec toi comme un bouclier. Et chaque fois que tu te sens perdu, regarde-la et demande-toi, est-ce que je vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour? Ou est-ce que je continue à dormir en attendant un demain qui ne viendra peut-être jamais? 6. Efface le nom des coupables et écris le tien. Il est facile de pointer du doigt, de blâmer tes parents, le système, ton ex, ton patron, ton enfance, la malchance. Il est facile de dire « je suis comme ça à cause de… » et de remplir cette ligne avec le nom de celui qui t'a le plus marqué ou qui t'a fait le plus de mal. Mais la facilité ne transforme pas, et le confort, lorsqu'il devient une habitude, finit par être une prison. Les stoïciens avaient clairement compris quelque chose qui est difficile à accepter. Ce qu'on t'a fait peut faire mal, peut avoir laissé des cicatrices, peut même avoir marqué ton chemin, mais cela ne définit pas ton destin. La véritable force réside dans le fait de prendre le contrôle, même lorsque tu n'étais pas responsable de l'origine de la douleur. Parce que oui, il se peut que tu n'aies pas allumé le feu, mais si tu ne fais rien, tu finiras par te brûler dans les ruines pour toujours. Effacer le nom des coupables ne signifie pas que ce qu'ils t'ont fait était bien. Cela ne signifie pas que tu oublies, ni que tu nies ton histoire. Cela signifie que tu arrêtes de leur donner le volant de ta vie, que tu ne vas plus permettre que leurs erreurs te gouvernent, que tu ne vas pas rester attaché à une narration où tu es toujours la victime, parce que tant que tu continues à blâmer les autres, tu te prives du pouvoir de changer. Assumer ta part est inconfortable, c'est effrayant, parce que cela t'oblige à te regarder sans excuse, à reconnaître que bien souvent, c'est toi qui es resté là où tu savais que tu ne devais pas être, que c'est toi qui as accepté moins que ce que tu méritais, que c'est toi qui as gardé le silence quand tu devais parler, qui as attendu quand tu devais agir, qui as répété des erreurs que tu connaissais déjà. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de reprendre la barre. Le stoïcisme ne croit pas aux excuses, il croit en la responsabilité. Pas dans un sens moralisateur ou punitif, mais dans un sens libérateur. Si tu assumes la responsabilité de ta vie, alors tu as le pouvoir de la changer. Si tu fais partie du problème, tu peux aussi faire partie de la solution. Et c'est ce qui est le plus brutal et en même temps le plus encourageant dans tout ce chemin. Tu peux toujours recommencer, mais seulement si tu acceptes que tu es aux commandes. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui résume bien. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Arrête d'attendre que le monde s'excuse, que la vie soit juste, que les autres changent. Prends le contrôle toi-même, décide toi-même, coupe les chaînes toi-même, prends en charge toi-même, parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et oui, cela va te coûter. Parce qu'assumer la responsabilité n'est pas seulement courageux, c'est douloureux.
mais cette douleur est le prix de la liberté. C'est le moment exact où tu arrêtes de répéter ton histoire et commences à l'écrire. Et dans cette nouvelle histoire, le protagoniste n'est pas coincé dans ce que les autres ont fait. Il est concentré sur ce qu'il va faire maintenant. Alors, efface les noms, biffe les excuses, fais le silence, et quand la poussière retombe, écris le seul nom qui compte dans cette nouvelle étape, le tien. Parce que si quelque chose change, ce sera parce que tu l'as changé. Pas parce que quelqu'un est venu te sauver, pas parce que la vie a été généreuse, mais parce que tu as décidé que c'était assez. Et quand tu arrives à ce point, quand tu assumes la charge complète, alors oui, tout commence à se transformer. 7. Marche pieds nus dans l'inconfort. Nous vivons à une époque obsédée par l'évitement du moindre frottement d'inconfort. Tout est conçu pour que tu ne ressentes rien. Des boutons qui t'évitent de te lever, des distractions qui taisent tes pensées, un divertissement constant pour que tu ne te confrontes pas à ton vide. La douleur est masquée par des pilules, les émotions sont anesthésiées par des écrans, et l'inconfort, on le fuit. Mais la vérité brute est que rien de précieux ne naît dans le confort. Rien de fort ne pousse dans un sol mou. Les stoïciens savaient que l'inconfort n'est pas quelque chose que tu devrais éviter. C'est quelque chose que tu devrais chercher. Marcher pieds nus à travers lui, le sentir, vivre avec lui, t'entraîner dans lui. Parce que c'est là que se forme le courage. C'est là que ton caractère est forgé par des coups durs, pas par des caresses. Tu n'es pas ici pour construire une bulle parfaite où rien ne fait mal. Tu es ici pour devenir quelqu'un qui, même s'il a mal, continue à marcher. L'inconfort te parle. Il te dit où tu es faible, ce que tu as évité, ce que tu as remis à plus tard. Il te met face à tes limites, à tes peurs, à tes excuses. Et si tu es courageux, tu ne t'échappes pas. Tu restes, tu l'affrontes, tu te brises si nécessaire, mais tu ne fuis pas. Parce que celui qui fuit toujours l'inconfort finit par en être l'esclave. Il devient petit, fragile, dépendant de ce que tout soit bien pour pouvoir être bien. Et on ne vit pas comme ça. On survit. Est-ce que ça te dérange d'être seul? Alors reste seul. Apprends à t'écouter. Est-ce que ça te dérange de parler en public? Alors parle. Est-ce que ça te dérange de dire ce que tu ressens, de prendre des décisions difficiles, de lâcher ce qui te pèse? Fais-le quand même. Parce que chaque pas que tu fais pieds nus sur ce qui dérange est un pas de plus loin de la peur. C'est un pas vers une version de toi plus forte, plus libre, plus réelle. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort. Ils mangeaient simplement quand ils pouvaient se permettre des luxes. Ils dormaient parfois sur le sol. Ils marchaient sous la pluie. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Si tu peux être fort quand tu n'en as pas besoin, tu seras prêt quand tu en auras besoin. Et cela te donne un avantage. Cela te donne la paix. Cela te donne du pouvoir. N'attends pas que la vie te frappe pour commencer à te durcir. Fais-le toi-même. Entraîne ton corps, ton esprit et ton âme dans l'inconfort avant que l'adversité ne t'y oblige. Ne sois pas de ceux qui ne se renforcent que lorsqu'ils n'ont plus le choix. Sois de ceux qui choisissent le chemin difficile parce qu'ils savent que c'est là que se trouve la véritable transformation. Marcher pieds nus dans l'inconfort ne signifie pas chercher à souffrir pour souffrir. Il s'agit de te rappeler que tu peux résister, que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour rester debout, que tu ne vas pas te briser en ressentant la peur, en affrontant l'inconfort, en étant exposé. Au contraire, chaque fois que tu le fais, tu grandis. Chaque fois que tu résistes sans anesthésie, sans excuse, sans t'échapper, tu gagnes un véritable pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, mais sur toi-même. Et cela vaut plus que n'importe quel confort vide. Alors ne te cache pas, ne cherche pas des raccourcis doux, marche fort même si ça fait mal, marche pieds nus même si tu te blesses. Parce que plus tu apprends à te mouvoir dans l'inconfort, moins il a de pouvoir sur toi. Et viendra le jour où le monde se secouera, où tout s'effondrera. Et toi, tu resteras debout. Parce que tu as déjà été là avant, parce que tu t'es entraîné, parce que tu as décidé que ta force ne dépendrait pas de ce que tout soit confortable, mais de ce que tu sois prêt pour ce qui vient.
8. Écoute le rugissement du silence. Nous vivons entourés de bruit. Toute la journée, à toute heure, notifications, opinions, musique, vidéos, commentaires, critiques, exigences. Le bruit ne s'arrête jamais, et ce n'est pas un hasard. C'est un piège parfaitement conçu pour que tu ne sois jamais seul avec toi-même. Parce que quand tout s'éteint, quand le bruit s'en va, le silence apparaît. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent. Parce que dans le silence, tu ne peux pas te distraire. Dans le silence, tu t'écoutes, et ce que tu entends n'est pas toujours joli. Le silence est brutal. Il te montre tout ce que tu as évité. Il te jette à la figure tes décisions, tes contradictions, tes insécurités. Il te force à te regarder sans filtre, sans écran, sans fioriture. C'est pourquoi nous l'évitons autant. C'est pourquoi nous nous précipitons pour remplir chaque espace vide avec plus de stimuli, plus de voix, plus de bruit. Mais il y a quelque chose que les stoïciens savaient et que tu dois aussi te rappeler. Seul dans le silence se révèle l'essentiel. Les stoïciens pratiquaient l'introspection comme un outil quotidien. Marc Aurèle, empereur de Rome, s'asseyait pour écrire ses pensées, ses doutes, ses peurs, sans besoin d'applaudissements ni de validation. Il ne le faisait pas pour les autres. Il le faisait pour se comprendre lui-même. Parce que la maîtrise du monde commence par la maîtrise de soi, et cela ne se fait pas dans la distraction. Cela se fait dans le calme. Écouter le rugissement du silence, c'est avoir le courage de tout éteindre et de t'asseoir avec toi-même. Sans excuse, sans masque, sans besoin de montrer quoi que ce soit. Juste toi et tes pensées. Et oui, cela peut faire mal. Cela peut être inconfortable. Cela peut te faire peur de voir ce qui est vraiment à l'intérieur. Mais c'est nécessaire, parce que tu ne peux pas construire une vie solide si tu ne sais même pas qui tu es quand tout l'extérieur s'éteint. L'adversité te laisse souvent en silence de force. Elle te prive de mouvement, de distraction, de faire, et te laisse seul avec ta douleur. Et là, dans cet endroit où il n'y a pas de bruit pour couvrir ce que tu ressens, c'est là que commence la véritable transformation. Ne sois pas effrayé si le silence t'accable. Embrasse-le, écoute-le, parce qu'en lui se trouve la vérité que tu n'as pas voulu affronter. Quand tu apprends à être bien avec toi-même dans le silence, rien ne te perturbe. Quand tu fais du silence une habitude, tu n'as pas besoin de l'approbation de personne. Tu n'as pas besoin de bruit extérieur pour te sentir valide. Tu trouves la paix dans ton propre jugement, la sécurité dans ta cohérence, la force dans ta clarté. Et ce genre de pouvoir, le monde ne te le donne pas, tu te le donnes. Dans un monde où tout le monde crie, avoir la capacité de garder le silence et de t'écouter est une forme de rébellion. Tout ne se résout pas en réagissant, tout ne se guérit pas en parlant. Parfois, la réponse est d'écouter ce que ton âme crie quand tout se tait. C'est le rugissement du silence, fort, brut, non négociable. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de volume pour te faire trembler. Alors cherche le silence, fais-lui de la place, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Éteins les voix des autres pour écouter la tienne. Et quand tu la trouves, soutiens le regard, même si ça fait mal, même si ça te montre des parties que tu n'aimes pas, parce que ce n'est que lorsque tu pourras être complètement avec toi-même, sans fuir, sans éviter, sans dissimuler, que tu découvriras la véritable force que tu as en toi. Le silence n'est pas vide, c'est la salle où se forgent les âmes fortes. 9. Brûle les raccourcis, forge le véritable chemin. Tout le monde veut des résultats, tout le monde veut se surpasser, guérir, grandir, gagner, changer sa vie. Mais peu sont prêts à payer le véritable prix. C'est que nous vivons dans la culture du raccourci, du comment y arriver en 3 étapes, du fais ceci et change ta vie en 7 jours, de la méthode infaillible. Nous voulons tout rapidement, tout facilement, tout sans effort. Mais ce qui vient facilement, part facilement, et ce qui coûte, reste. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne parlaient pas de formules magiques, ils parlaient de vertu, de discipline, de résistance, de caractère, et cela ne se construit pas avec des raccourcis. Cela se construit en marchant à chaque pas, même lorsque le sol brûle, lorsque l'esprit doute, lorsque le corps demande à abandonner.
Cela se construit dans la lenteur, dans la répétition, dans l'invisible. Parce que le réel ne crie pas, ne se vend pas, ne cherche pas d'applaudissements. Il est simplement, brûle les raccourcis, détruis-les, parce qu'ils ne t'emmènent pas là où tu dis vouloir aller. Ils te font croire que tu avances, mais ils te volent la transformation. Ils te donnent des résultats vides, et le plus dangereux, ils t'apprennent à ne pas avoir confiance en toi, mais en des formules externes. Le véritable chemin n'est pas le plus court, c'est celui qui te forme, celui qui t'enseigne, celui qui t'exige tellement que tu n'as pas d'autre choix que de devenir plus fort pour pouvoir le parcourir. Tu ne vas pas guérir en 2 jours, tu ne vas pas surmonter ta douleur avec une vidéo motivante. Tu ne vas pas te lever du jour au lendemain, mais tu peux commencer maintenant. Tu peux faire un pas aujourd'hui, et un autre demain, et un autre après-demain. Et chacun de ces pas va faire mal, oui, mais il va aussi construire quelque chose en toi que aucun raccourci ne pourrait te donner. Une véritable fierté, une force acquise, une identité forgée. Les stoïciens parcouraient ce sentier tous les jours. Ils n'attendaient pas de motivation, ils n'attendaient pas de résultats immédiats. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire, peu importe comment ils se sentaient, parce qu'ils savaient que la valeur n'est pas dans le désir de changer, mais dans la persévérance, lorsque tout en toi veut t'abandonner. C'est ce qui sépare celui qui parle de celui qui transforme vraiment sa vie. Et toi, si tu traverses une période difficile, si tu souffres, si tu sens que tu ne peux plus, ne cherche pas le raccourci. Ne te laisse pas distraire par des solutions faciles. Regarde-le en face. Accepte que le chemin est dur, mais réel, qu'il fait mal, mais transforme, qu'il fatigue, mais forme le caractère, et commence à marcher, même si c'est lent, même si tu trébuches, même si personne ne semble le remarquer. Parce que chaque pas que tu fais sur le véritable chemin vaut plus que 100 pas sur un raccourci sans âme. Rends-toi fort dans le processus. Prends plaisir à être parmi les rares qui ne renoncent pas, qui ne cherchent pas de sortie facile, qui choisissent la difficulté parce qu'ils savent que la difficulté est ce qui façonne. Parce que lorsque tu arriveras, lorsque tu regarderas en arrière et verras tout ce que tu as traversé, tu ne seras pas seulement fier d'être arrivé. Tu seras fier de qui tu es devenu en chemin. Alors arrête de chercher l'astuce. Brûle la carte, forge ton propre chemin, pas à pas, la tête haute et les poings serrés. Non par ego, mais par dignité. Non pour impressionner les autres, mais pour pouvoir te regarder dans le miroir et savoir que tout ce que tu as accompli, tu l'as fait toi-même, sans raccourci, avec vérité, avec feu, avec âme, parce qu'à la fin, le seul chemin qui compte, c'est celui qui te transforme. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font plus mal que n'importe quel coup. Parce que quand quelqu'un te manipule, te sous-estime ou joue avec toi émotionnellement, il ne te brise pas de l'extérieur, il te désarme de l'intérieur. Et cela ne se voit pas. Personne ne voit le moment exact où tu as cessé d'être toi pour devenir ce que l'autre personne voulait. Personne ne voit comment ta voix est devenue plus basse, comment tes décisions ont commencé à dépendre de quelqu'un d'autre, comment ta dignité s'est érodée en silence. Le pire dans une relation déséquilibrée n'est pas qu'on t'ait fait du mal, c'est que, sans t'en rendre compte, tu as commencé à penser que tu le méritais. Et c'est cela qui est vraiment dangereux, parce que quand tu t'habitues à ce qu'on te manque de respect, tu commences à oublier ce que c'est que d'avoir du pouvoir, ton propre pouvoir. Celui qui n'a pas besoin de crier, ni de supplier, ni de justifier quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire quelque chose clairement, tu peux te rétablir. Non seulement tu peux, mais tu dois le faire. Parce que ce n'est pas une question de guérir avec l'amour de soi, comme si c'était un slogan vide. Il s'agit de te reconstruire avec force, avec caractère et avec une vision plus claire de qui tu es et de ce que tu ne permettras plus jamais. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de vengeance, nous allons parler de pouvoir, le tien. Et pour cela, il faut éteindre le bruit, couper l'accès, disparaître avec élégance et recommencer à grandir là où personne ne le voit venir. Ceci est pour celui qui en a marre de faire semblant d'aller bien, pour celui qui ne veut plus d'explications ni d'excuses vides. Ceci est pour celui qui est prêt à arrêter de ramper et à recommencer à marcher droit. Ceci est pour toi.
Éteins l'écho. Après une relation déséquilibrée, ce qui fait le plus de bruit n'est pas l'autre personne. C'est l'écho qu'elle a laissé dans ton esprit. Cette voix répétitive, insistante, qui te fait douter, qui revit des scènes, qui réécrit ce qui s'est passé avec des excuses, qui te convainc que peut-être ce n'était pas si grave ou que tu es aussi à blâmer. Cet écho n'est pas l'autre personne qui parle. C'est toi qui répètes ce qu'on t'a fait croire. Et c'est là le véritable poison, dans la pensée constante, dans le souvenir qui s'active tout seul, dans la maudite habitude d'analyser chaque geste, chaque mot, comme si trouver une explication allait te rendre la paix. Mais non, l'écho ne te donne pas la paix. L'écho te maintient attaché. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, Épictète le rendrait clair. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cet écho est justement cela, une opinion toxique qui a été enregistrée et que tu continues à nourrir chaque fois que tu reviens mentalement à ce que tu as vécu. Il est temps de l'éteindre. Comment éteindre un écho? On ne peut pas forcer l'esprit à se taire, mais on peut le rééduquer. C'est une question de décision quotidienne. Chaque fois que la pensée revient, parce qu'elle va revenir, ne la suis pas. Ne lui donne pas de conversation, ne l'argumente pas. Ne l'analyse pas, reconnais-la simplement et laisse-la passer. C'est un entraînement brutal, oui, mais nécessaire. La psychologie l'appelle rumination, et c'est l'une des pires habitudes mentales après une rupture toxique. Le cerveau devient accro à la répétition de scènes douloureuses, parce qu'il croit qu'en les revivant, il va trouver le contrôle. Mais c'est un mensonge, il ne fait que se faire du mal. Alors la première étape est de décider que tu ne vas plus collaborer à ton propre sabotage émotionnel. Chaque fois que cet écho revient, rappelle-toi ceci. Y penser ne va pas le changer, mais ça te retient. Et ce que tu mérites maintenant n'est pas une explication, c'est la récupération. Éteindre l'écho, c'est aussi prendre le contrôle de ton environnement. Élimine les chansons, les lieux, les objets, les conversations qui le réactivent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Tu ne fuis pas, tu nettoies le terrain pour pouvoir te reconstruire sans interruptions émotionnelles. Et oui, ça va faire mal, parce que le silence après l'écho peut sembler vide. Mais en réalité, c'est de l'espace. De l'espace pour que tu puisses t'écouter à nouveau, parce que tant que l'écho est actif, ta voix est étouffée. Et il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui ne peut pas s'écouter elle-même parce qu'elle continue à écouter le fantôme de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit de ne pas t'asservir à ce que tu ne peux pas contrôler. Et le passé est cela, incontrôlable. Ce que tu peux maîtriser, c'est ton présent. C'est la seule réalité, la seule chose qui est encore entre tes mains. Alors aujourd'hui, même si ce n'est que pour un moment, éteins l'écho. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Et chaque fois que cette pensée intrusive revient, réponds-lui avec une fermeté intérieure. Ceci ne m'appartient plus. Tu vas devoir le répéter de nombreuses fois. Mais viendra un jour où tu n'auras plus rien à dire. Parce que l'écho ne sera plus là. Et là, dans ce nouveau silence, tu vas commencer à ressentir quelque chose qui semblait perdu. Le pouvoir. 2. Rends ta présence inaccessible. L'une des erreurs les plus courantes après une relation déséquilibrée est de rester disponible. Pas physiquement nécessairement, mais émotionnellement et symboliquement. Ta présence continue de flotter dans l'air, disponible sur les réseaux sociaux, dans les messages non effacés, dans la façon dont l'autre personne sait qu'elle peut frapper à une porte et que tu vas ouvrir, même si c'est juste pour regarder. Et cela, bien que cela puisse sembler inoffensif, est l'une des formes les plus silencieuses de donner ton pouvoir. Rends ta présence inaccessible. Pas pour punir, mais pour protéger. Pas par fierté, mais par respect pour toi. Le stoïcisme ne parle pas de disparaître comme un acte de rébellion, mais comme une décision d'autocontrôle. Lorsque quelqu'un t'a sous-estimé ou manipulé, la chose la plus forte que tu peux faire n'est pas de crier ta valeur, c'est de la retirer. Et c'est là que le véritable défi commence, parce que se retirer n'est pas bloqué par impulsion, c'est s'éloigner avec intention. C'est fermer des accès,
couper des ponts, éteindre des signaux, non pas pour créer du drame, mais pour récupérer de l'espace mental. Il faut comprendre que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de se montrer, mais dans le fait de savoir quand et pourquoi arrêter de le faire. Lorsque ta présence est accessible, ton énergie l'est aussi. Chaque petite interaction, chaque réponse, chaque histoire que tu publies pour montrer à quel point tu vas bien est un rappel que tu es toujours là. Et tant que tu es là, même sous forme d'ombre, tu ne te libères pas, tu ne fais qu'étirer la souffrance. Du point de vue de la psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent. De temps en temps, l'autre personne envoie un message, un signal, un geste ambigu. Et si tu réponds même une seule fois, tu enseignes qu'il y a encore un accès. Et c'est exactement ce qui ne doit pas se produire si tu veux te reconstruire avec fermeté. Devenir inaccessible ne signifie pas disparaître du monde. Cela signifie rendre inaccessible cette partie de toi qui a été utilisée, manipulée ou sous-estimée. Tu n'as pas à cesser d'exister. Tu dois cesser d'être disponible pour celui qui ne mérite plus l'accès à ton énergie. Et cela se fait de manière silencieuse, ferme, sans discours, sans avertissement. Simplement, tu es là et tu cesses d'être là. Dans la pratique stoïcienne, on parle de distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. Tu ne peux pas contrôler si l'autre personne se souvient de toi, te mentionne ou essaie de te chercher. Mais tu peux contrôler si tu lui ouvres la porte. Et c'est là la clé. Chaque fois que le passé frappe, tu as l'opportunité de ne pas répondre. De te montrer, non pas avec des mots, mais avec l'absence. Parce qu'il y a un type de présence qui pèse plus que n'importe quel silence. Celle du souvenir de quelqu'un qui n'est plus disponible. C'est la façon la plus élégante de reprendre le pouvoir. Lorsque ton absence rend ta valeur plus évidente que ta présence constante. Lorsque tu n'es plus là pour te défendre ou pour donner des explications, parce que tu as simplement cessé de te permettre d'être à la portée de ceux qui ne savaient pas prendre soin de toi. Devenir inaccessible est aussi un acte d'autoconnaissance. Cela signifie que tu n'as plus besoin de la validation de l'autre pour te sentir important, que tu ne cherches pas à fermer des cycles à travers une conversation en suspens, ni à attendre une conclusion qui n'arrivera pas. Tu as décidé de fermer, sans permission, sans consentement externe, parce que ta vie n'est pas en pause, ta vie continue, avec ou sans excuse, avec ou sans belle fin. Alors, rends-toi inaccessible. Que ton énergie ne soit pas disponible pour le divertissement émotionnel de personne. Que ta présence soit ressentie comme quelque chose de précieux parce qu'elle n'est plus donnée. Et que, lorsque quelqu'un pense à toi, il réalise qu'il ne peut plus te trouver au même endroit où il t'a perdu. 3. Brise l'habitude de t'expliquer. L'une des séquelles les plus invisibles, mais les plus destructrices qu'une relation déséquilibrée laisse est le besoin constant de se justifier. Tu expliques ce que tu ressens, ce que tu penses, pourquoi tu t'es éloigné, pourquoi tu as réagi ainsi, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu n'es plus là. Et chaque fois que tu le fais, même si tu penses que tu éclaircis les choses, ce que tu fais réellement, c'est céder du pouvoir. Briser l'habitude de t'expliquer ne signifie pas devenir froid, c'est retrouver ton centre. Parce que lorsque tu t'expliques encore et encore, tu agis à partir d'un lieu d'insécurité. Tu cherches à ce que l'autre personne comprenne, accepte ou au moins respecte tes décisions. Mais si cette personne t'a déjà manipulé, sous-estimé ou joué avec toi émotionnellement, penses-tu vraiment qu'une explication va changer quelque chose? Le problème n'est pas que tu parles, c'est d'où tu le fais. Quand tu parles du besoin de te justifier, tu assumes que tu dois convaincre l'autre que tu as le droit de ressentir ou d'agir comme tu le fais. Et ce n'est pas le cas. Personne n'a le droit de te demander des explications pour protéger ta paix mentale. Personne ne mérite un argument pour avoir franchi des limites qu'il n'aurait jamais dû franchir. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous devons agir conformément à la raison, mais sans dépendre de l'approbation externe. Sénèque dirait « À celui qui ne veut pas écouter, on ne doit pas parler ». Et cela s'applique ici.
T'expliquer à quelqu'un qui n'a pas l'intention de te comprendre, c'est comme jeter ta dignité dans le vide. Elle ne reviendra pas. En psychologie, cela est lié au traumatisme de l'invalidation. Lorsque tu as été dans une relation où ta voix a été ignorée ou constamment minimisée, tu développes un besoin compulsif de t'expliquer pour te sentir valide. C'est comme si tu ne pouvais sentir que tes décisions ont un sens que si tu les justifies. Mais ce n'est pas vrai. Ta vie a un sens parce que tu décides qu'elle en a un. Tes limites sont valides même si quelqu'un ne les aime pas. Ta voix compte même quand personne ne l'approuve. Briser cette habitude implique aussi d'accepter que tout le monde ne mérite pas une version de toi qui s'efforce d'être comprise. Tu n'as pas à détailler ton processus, tu n'as pas à clarifier tes raisons, tu n'as pas à adoucir tes mots pour que quelqu'un ne se sente pas mal à l'aise. Et le plus difficile, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit qu'il était nécessaire de t'éloigner. Cela ne signifie pas être catégorique avec ceux qui te valorisent. Cela signifie que tu arrêtes de t'épuiser à essayer de t'expliquer à ceux qui ne t'ont pas écouté quand tu en avais besoin. S'ils n'ont pas compris ta douleur à ce moment-là, ils n'ont pas le droit à ton explication maintenant. Dans la vie quotidienne, cela se travaille avec de petites décisions. Laisser un message qui cherche seulement à te provoquer sans réponse. Ne pas répondre aux insinuations déguisées en préoccupation. Arrêter d'écrire de longs textes justifiant pourquoi tu prends tes distances. Garder le silence, parfois, est la réponse la plus puissante. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de se défendre tout le temps. La personne qui récupère son pouvoir n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle qui ne ressent plus le besoin de parler là où il n'y a pas d'écoute. C'est celle qui reconnaît que son temps, son histoire et son processus ne sont pas matière à débat pour personne. Alors à partir de maintenant, chaque fois que tu ressens le besoin de t'expliquer, arrête-toi. Demande-toi si tu parles de ta force ou de ta blessure. Et si c'est de la blessure, garde le silence. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tu n'as plus besoin de le dire. C'est là le véritable pouvoir, celui qui ne se justifie pas. 4. Ferme la scène sans fin. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin parfaite pour se terminer. Parfois, la scène se termine simplement, sans explication, sans applaudissement, sans réconciliation. Juste du silence, juste du vide. Juste toi, quittant la scène alors que le rideau tombe de manière abrupte. Et même si au début cela peut sembler injuste, c'est en réalité un acte de pouvoir. Parce qu'attendre une fin qui n'arrive pas est une façon silencieuse de rester attaché. Et tu n'es pas ici pour attendre, tu es ici pour terminer ce qui te retient. Après une relation déséquilibrée, le besoin de clôture est un piège émotionnel. Tu veux que l'autre personne comprenne ce qu'elle a fait, qu'elle te demande pardon, qu'elle reconnaisse ta douleur. Tu veux une dernière conversation honnête, un geste d'humanité, quelque chose qui donne un sens à tout ce que tu as souffert. Mais cela arrive rarement. Et si cela arrive, c'est souvent trop tard, manipulé ou vide. Alors, combien de temps vas-tu continuer à attendre que quelqu'un t'offre la paix que tu peux te donner toi-même? Fermer la scène sans fin ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela signifie arrêter de mettre ta guérison entre les mains de celui qui l'a brisée. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse. Et ta réponse peut être celle-ci: terminer sans permission, lâcher sans réponse, avancer sans explication. La psychologie parle de deuil ambigu lorsque quelque chose se termine sans une clôture claire. C'est inconfortable, oui. Parce que ton esprit cherche une histoire complète, quelque chose qui a un début, un développement et une fin. Mais dans la vie réelle, tu as souvent seulement du chaos, une rupture et un silence qui ne résout rien. Et là, au milieu de cet inconfort, c'est là que ton pouvoir apparaît, en acceptant que tu n'as pas besoin de cette fin pour continuer. Les gens ont tendance à penser qu'ils ont besoin de tout comprendre pour lâcher prise. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi quelqu'un a été cruel envers toi. Tu n'as pas besoin de comprendre comment il a pu mentir, manipuler, partir ou rester quand il faisait le plus de mal. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit.
Tu as juste besoin de réaliser que tu ne veux pas vivre une vie coincée dans une scène inachevée. Et c'est là que le stoïcien en toi entre en jeu. Celui qui ne négocie pas avec ce qu'il ne peut pas changer, celui qui n'attend pas de justice émotionnelle, celui qui décide, en toute conscience, qu'il ne restera pas figé dans une histoire qui ne lui appartient plus. Celui qui comprend que fermer une scène ne nécessite pas de drame, juste une décision. Fermer sans fin implique aussi de renoncer à ton rôle. Parce que parfois, ce qui te fait le plus mal n'est pas que l'autre personne n'ait rien dit, c'est que tu continues à attendre ton tour pour dire quelque chose de plus. Mais ton rôle est terminé. Ton dialogue est terminé. L'histoire n'a plus besoin de toi. Tout ce qui manque, c'est que tu lâches le scénario. En pratique, cela se traduit par arrêter de chercher des signes, arrêter de relire des conversations, arrêter d'imaginer des scénarios où tout s'éclaircit. Accepter que le silence est ta clôture, que le vide est suffisant, que tu peux mettre le point final même si l'autre n'a jamais écrit sa part. Alors, ferme la scène, sans musique de fond, sans applaudissements, sans réponse. Fais-le pour toi, parce qu'attendre une fin te laisse coincé dans le même acte encore et encore. Et tu mérites plus que ça, tu mérites une nouvelle histoire, une où le protagoniste ne cherche plus la justice, mais la liberté. 5. Ne nourris pas sa curiosité. Quand tu t'éloignes de quelqu'un qui t'a sous-estimé, manipulé ou épuisé émotionnellement, il y a quelque chose qui s'active souvent de l'autre côté, la curiosité. Non pas parce que cette personne te manque sincèrement, mais parce qu'elle a perdu le contrôle sur toi, et cela la dérange, cela l'intrigue. Elle veut savoir ce que tu fais, si tu as changé, si tu vas mieux, si tu penses toujours à elle. Et si tu n'es pas prudent, tu peux tomber dans le piège de nourrir cette curiosité sans t'en rendre compte. Tu le fais quand tu postes une photo pour qu'elle la voie, quand tu partages une allusion déguisée en surpassement, quand tu gardes un canal ouvert juste au cas où, quand tu réponds avec froideur juste pour montrer que tu n'es plus affecté. Mais si tu fais tout cela pour qu'elle le remarque, alors tu es toujours affecté. Et ce que tu fais, sans le savoir, c'est lui donner de la nourriture émotionnelle. Ne pas nourrir sa curiosité, c'est couper l'approvisionnement en attention que cette personne recevait de toi. C'est arrêter d'être prévisible. C'est devenir inaccessible non seulement en présence, mais aussi en récit. Tu ne donnes pas d'informations, tu ne donnes pas de signaux, tu ne donnes pas d'indices. Ta vie n'est plus un spectacle public. Ton processus n'est plus à vendre. Ton énergie n'est plus disponible pour celui qui veut juste savoir s'il l'a encore. Du point de vue du stoïcisme, ce principe repose sur l'indifférence stratégique. Marc Aurèle disait que nous devons agir comme si nous observions d'en haut, avec perspective, avec contrôle, sans nous laisser entraîner par les impulsions. Cela signifie que tu n'as rien à prouver. Ni que tu vas bien, ni que tu as changé, ni que ça ne fait plus mal. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'autre pense de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu construis, même si personne ne le voit. La psychologie soutient également cette attitude. Quand quelqu'un a exercé du pouvoir sur toi, une partie de cette dynamique continue si tu continues à donner des mises à jour sur ta vie, même si tu ne les donnes pas directement. Toute forme d'exposition émotionnelle peut être perçue comme une porte entrouverte, et un esprit manipulateur n'a besoin que d'une fissure pour revenir. C'est pourquoi il est si important de protéger ta vie privée émotionnelle. Il ne s'agit pas de te cacher, il s'agit de te préserver. Arrêtez de vivre ta récupération comme une démonstration externe. Tu n'as rien à prouver, ni que tu as guéri, ni que tu es fort, ni que ça ne te fait plus mal. Tu es en processus, et ce processus n'a pas besoin de témoins, il a besoin d'engagement. Ne pas nourrir sa curiosité implique aussi d'accepter que tout le monde ne mérite pas de savoir en quoi tu es devenu. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ta croissance, mais par la comparaison avec ce que tu étais quand ils pouvaient te toucher. Ils veulent confirmer s'ils peuvent encore t'influencer, s'ils peuvent encore te provoquer, s'ils peuvent encore perturber ta paix. Et c'est à toi de décider si tu le permets. Dans la vie quotidienne, cela se pratique par de petits actes.
Arrêtez de regarder qui voit tes histoires. Arrêtez de vérifier si quelqu'un a réagi à ce que tu as posté. Arrêtez d'envoyer des signaux déguisés en indifférence. Parce que la véritable indifférence ne se publie pas, elle se pratique. Et il ne s'agit pas d'ignorer avec colère, mais de ne pas avoir besoin d'être vu par celui qui ne t'a plus apprécié. Alors, si tu es sur ce chemin de récupération, souviens-toi de ceci. Tu n'as rien à prouver. Et celui qui est curieux de ta vie, qu'il reste avec ses questions. Ton silence, ton absence et ta transformation parlée en action sont déjà des réponses suffisantes. Il n'y a pas de meilleur message que de n'en envoyer aucun. 6. Sois invisible pour ceux qui ne comptent plus. Être invisible n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Parfois, c'est l'acte le plus puissant d'autodiscipline. Après une relation déséquilibrée, beaucoup de gens ressentent le besoin de rester présents d'une manière ou d'une autre. Même s'ils sont partis, ils veulent toujours être vus, reconnus, rappelés. Mais ce n'est pas la liberté, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en fierté. Et si tu veux vraiment reprendre ton pouvoir, tu dois oser disparaître. Non pas comme une punition, mais comme une protection. Non pas de la haine, mais de la clarté. Sois invisible pour ceux qui ne comptent plus. Tu ne dois ta présence à personne qui a joué avec elle. Tu n'as pas à rester disponible, même sous forme de souvenirs actifs. Parce que tant que tu continues à essayer de prouver que tu as changé, que tu t'es amélioré, que tu n'es plus affecté, tu continues à tourner autour de cette même énergie. Et ce qui ne te lâche pas, c'est aussi parce que tu ne le lâches pas complètement. L'invisibilité dont nous parlons ici n'est ni fuite, ni silence lâche. C'est une stratégie émotionnelle. C'est choisir de ne pas faire partie de l'univers de quelqu'un qui t'a déçu. C'est refuser de faire partie du décor émotionnel de celui qui t'a sous-estimé. Et tu n'as pas besoin de le faire avec des cris ou des insinuations. Il suffit d'être absent, de ne pas répondre, de ne pas regarder, de ne pas laisser de traces. Ton absence est ta déclaration. Du point de vue du stoïcisme, on promeut le détachement rationnel. Épictète disait « Rien de ce qui ne dépend pas de toi ne peut toucher ton âme ». Et cela inclut les personnes qui ont un jour occupé une place importante et qui ne la méritent plus. Ce qui fait mal, ce n'est pas de partir. Ce qui fait mal, c'est d'attendre d'être vu par quelqu'un qui n'a plus le droit de regarder. Psychologiquement, cette décision implique de rompre le lien émotionnel de dépendance. Quand tu arrêtes de chercher le contact, tu arrêtes de te valider à travers les yeux de cette personne. Tu retrouves ton autonomie interne. Et ça fait mal au début, parce que tu es habitué à recevoir de petites doses d'attention, même si elles sont vides. Mais chaque fois que tu acceptes une de ces miettes, tu renforces l'idée que ta valeur dépend des autres. Et ce n'est pas le cas. Être invisible, c'est aussi arrêter de jouer le rôle qu'on t'a imposé. Peut-être étais-tu celui qui était toujours là, celle qui pardonnait toujours, la personne qui ne disait jamais non. Rompre avec cela signifie arrêter d'agir pour l'autre personne. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus de public. Juste toi, faisant ce dont tu as besoin, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Dans la vie réelle, cela se reflète dans le fait de ne pas chercher une présence inutile, ne pas demander après cette personne, ne pas vérifier ce qu'elle publie, ne pas raconter ton processus à des personnes proches d'elle, ne pas laisser de traces de ton évolution dans l'espoir qu'elle le remarque. Parce que si quelqu'un ne t'a pas apprécié quand il t'avait, il ne le fera pas non plus parce que tu sembles maintenant plus fort. Et s'il le fait, ce sera à partir de l'ego, pas du regret. L'invisibilité n'est pas de la froideur. C'est une façon de guérir sans interruption. C'est te permettre de grandir en paix, sans le poids d'être observé par ceux qui t'ont vu tomber. Parce qu'il y a des choses qui ne fleurissent que lorsque personne ne les regarde. Et tu es l'une d'elles. Alors arrête d'être présent là où tu n'es plus le bienvenu. Sois invisible pour ceux qui ne comptent plus. Que ton absence soit si ferme, si totale, si honnête, qu'elle ne laisse pas de place au doute. Et que, lorsque quelqu'un essaie de te retrouver au même endroit émotionnel où il t'a laissé, il découvre que tu n'es plus là, que tu as tout perdu, sauf toi-même. 7.
Grandis là où personne ne peut te voir. Il y a des batailles qui ne se gagnent qu'en silence. Il y a des transformations qui n'ont pas besoin de témoins. Et il y a des processus qui fleurissent mieux loin du regard de ceux qui n'ont jamais su voir ta valeur. C'est pourquoi, après une relation déséquilibrée, tu n'as pas besoin de prouver à quiconque que tu grandis. Tu as juste besoin de grandir. Mais fais-le là où personne ne peut te voir. Là où personne ne peut t'interrompre. Là où ton évolution est si intime, si tienne, qu'elle ne dépend d'aucun applaudissement. Grandir là où personne ne peut te voir, c'est choisir un espace intérieur où ton énergie n'est pas contaminée par la validation externe. C'est prendre de la distance avec le bruit, le jugement, les questions, les opinions qui n'apportent rien. C'est devenir ton propre refuge, ton propre guide, ton propre élan. Ce n'est pas te cacher, c'est te protéger. Parce que lorsque tu es en train de te reconstruire, n'importe quel regard mal placé peut te freiner. Et tu ne peux pas te permettre de t'arrêter pour quelqu'un qui n'a plus d'importance. Ce type de croissance ne se publie pas. Il ne se mesure pas en photos souriantes ou en phrases motivantes. Il se mesure en décisions qui n'ont pas besoin d'être expliquées, en limites que tu ne négocies plus, en pensées qui ne te dominent plus, en blessures qui ne saignent plus. Il est silencieux mais profond, invisible mais réel. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance, ils cherchaient la vertu, ils cherchaient la cohérence. Ils croyaient en la force intérieure qui n'a pas besoin d'être vue parce qu'elle sait qu'elle vaut. Marc Aurèle le disait clairement, « Fais ce qui est juste, même si personne ne te regarde. » C'est le principe. Ne pas grandir pour être remarqué. Grandir parce que tu en as besoin. Du point de vue de la psychologie, cela a aussi un sens puissant. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation externe, tu commences à développer une auto-efficacité plus forte. Tu as plus confiance en tes décisions. Tu te valides de l'intérieur. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin de te projeter comme une version améliorée pour faire taire personne. Ta croissance devient authentique. Ce n'est pas une réaction, c'est une transformation. Grandir là où personne ne peut te voir signifie aussi ne pas tout partager. Garder des choses pour toi, réserver tes réussites, protéger ton évolution. Non pas parce qu'il y a quelque chose à cacher, mais parce que tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui n'ont pas su te respecter. Parce que tu n'as plus besoin que quelqu'un voie ton éclat pour qu'il soit réel. Parce que ton pouvoir ne se nourrit plus du regard des autres, mais de ta propre discipline. Cela ne signifie pas que tu dois vivre isolé. Cela signifie que tu apprends à choisir avec qui tu partages ton processus, que tu ne laisses plus entrer n'importe qui, que tu comprends que toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ta nouvelle version. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils le pouvaient, éteindraient ta lumière simplement parce qu'ils ne supportent pas de la voir briller sans eux. Et grandir en silence a aussi une beauté unique. C'est la paix de ne pas rendre de compte. C'est le repos de ne pas agir pour personne. C'est la liberté de te tromper sans te sentir observé. C'est la tranquillité de savoir que tu te reconstruis en paix, sans pression, sans spectacle. Alors fais-le. Grandis là où personne ne peut te voir. Là où personne ne peut t'interrompre, là où tu n'as pas à te défendre, que ton prochain pas ne fasse pas de bruit, mais laisse une trace. Que lorsque le monde te regarde à nouveau, il ne sache pas comment ni quand tu as réussi, mais qu'il ne puisse pas ignorer que tu n'es plus la même personne, parce que cette fois, le changement n'était pas pour que quelqu'un le voie. C'était pour que tu ne te perdes plus jamais. 8. Efface tes traces avec style. Il y a des incendies qui ne s'éteignent pas avec de l'eau, ils s'éteignent en s'éloignant. Comme quand une forêt brûle, et au lieu de retourner éteindre le feu avec tes mains, tu choisis de marcher vers un autre horizon, laissant les cendres derrière toi. Mais voici le détail. En t'éloignant, tu ne peux pas continuer à laisser des traces que d'autres pourraient suivre, parce que si le feu ne t'a pas complètement consumé, il réessaiera. Et si ta trace reste visible tôt ou tard, ils reviendront te chercher. Donc, si tu vas partir, fais-le vraiment. Efface tes traces, mais fais-le avec style. Après une relation déséquilibrée, beaucoup de gens partent, mais laissent des miettes.
Des photographies qui sont toujours publiques, des publications indirectes, des contacts partagés, des souvenirs édités mais présents. Et même s'ils pensent qu'ils se sont éloignés, ils restent en réalité disponibles, comme une porte entr'ouverte. Ce n'est pas partir, c'est faire de la place pour que le passé revienne quand il le souhaite. Et ce que tu mérites maintenant n'est pas une visite de plus. C'est une reconstruction complète. Effacer tes traces ne signifie pas nier ce que tu as vécu. Cela signifie qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Le souvenir existe, oui, mais il ne gouverne pas ton comportement. Il ne décide pas de tes émotions. Il ne marque pas tes jours. Et pour y parvenir, il faut lâcher tout ce qui te maintient ancré à une identité qui ne te représente plus. Depuis la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle a écrit « Fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie. » Et cela s'applique ici. Si tu vas fermer un cycle, fais-le fermement. Arrête de maintenir des connexions qui n'apportent rien. Arrête de consulter des profils. Arrête de permettre à la nostalgie de te pousser à regarder dans la vie de celui qui ne fait plus partie de la tienne. Psychologiquement, ce processus s'appelle la coupure de la rétroaction émotionnelle. C'est l'acte conscient de fermer tous les canaux qui réactivent tes liens passés. C'est une façon de te protéger de l'auto-tromperie, de cette partie de toi qui, dans les moments de faiblesse, commence à romantiser ce qui faisait vraiment mal. Mais c'est là que le style entre en jeu. Il ne s'agit pas de fuir, ni de le faire avec colère. Il s'agit de prendre le contrôle de ton récit. Quand tu décides d'effacer tes traces, tu le fais depuis le calme, depuis la clarté. Non pas parce que tu veux disparaître, mais parce que tu construis une version de toi qui n'a plus besoin d'expliquer au monde pourquoi elle est partie. Ton silence parle, ta distance communique, ton absence a aussi une présence. Le faire avec style, c'est ne pas tomber dans le drame ni les scènes finales. Tu n'as pas besoin de crier que tu pars. Il suffit de partir. Tu n'as pas besoin de faire des déclarations publiques. Il suffit d'avancer. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, il suffit de te transformer, parce qu'au final, les traces que tu laisses doivent être les tiennes, pas les traces d'une blessure ouverte. En pratique, effacer tes traces implique également de redéfinir ton environnement. Élimine ce qui ne vibre plus avec toi, change ta routine, redirige ton attention, reconstruis tes espaces. Ne regarde pas en arrière pour voir si quelqu'un te suit. Si quelqu'un appréciait vraiment ta présence, il aurait déjà montré qu'il méritait de rester en elle. Et s'il ne l'a pas fait, ton chemin ne lui appartient plus. Ce n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect personnel. Il ne s'agit plus de ce qu'on t'a fait. Il s'agit de ce que tu décides de faire avec ça. Tu peux rester à attendre une justice émotionnelle, ou tu peux décider que tu n'as pas besoin que quelqu'un reconnaisse ta douleur pour commencer à guérir. Alors efface tes traces, mais fais-le avec élégance, avec fermeté, avec intention. Que lorsque quelqu'un essaie de te retrouver, il ne trouve aucune trace de la version qui a autrefois toléré l'intolérable. Que tout ce qui reste de toi soit ce nouveau que tu es en train de créer, et que cette transformation ne s'explique pas, ne se justifie pas, ne se partage pas, elle s'impose simplement.